Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Hey, bon mercredi tout le monde, bienvenue au podcast BBN. Jeff Morancy pour l'idée, encore une fois, le show de ce soir et je suis bien heureux d'être là avec vous, encore une fois. Vous savez que nous sommes en période de sondage sur notre compte Twitter. Vous avez les liens pour répondre au petit sondage, un petit survey, c'est peut-être 4-5 minutes. Déjà plusieurs réponses, donc je veux juste vous remercier. C'est très apprécié. Et en plus, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de rien, là, c'est hyper confidentiel. Mais ça me donne beaucoup de data pour orienter le podcast, pour travailler sur les points également que vous aimez un petit peu moins du podcast. Donc, je note énormément et on va finir par se placer là. N'ayez crainte si tout tient en studio. Hier, je cherchais un peu là, mes données parce que on était vraiment en direct et techniquement, donc ça n'a pas tenu. Donc, je cherchais mes notes. Mais ceci étant, on va vraiment donner un bel alignement à ce podcast-là, qui est le podcast BBN. Et je pense que à date, en tout cas, les commentaires que j'ai reçus, là, c'est très positif ou à tout le moins très constructif. Donc, merci d'avoir pris le temps de faire ça. Ceux qui voudraient le faire et participer donc à la mise en place du podcast BBN, visitez notre compte Twitter, podcast BBN, vous aurez ça d'entrée de page. Ceci étant, ce soir, on cherche à en apprendre un peu plus sur nos prochains adversaires qui sont le FC Dallas, qui, selon moi, devrait quand même avoir relativement une bonne saison. C'est le premier duel à l'étranger cette saison pour les hommes de Thierry Henry en MLS. C'est un long voyage qui va nous ramener finalement à l'inauguration de la saison au stade Saputo. Donc là, on part pour les matchs à l'étranger. Et en bout de ligne de tout ça, on va revenir et on va être dans notre stade, vraiment à la maison, non pas sur le turf désuet, appelons-le comme ça, du stade olympique, mais vraiment au stade Saputo. Donc, en fin de semaine, c'est FC Dallas. On a, bien sûr, dans l'intervalle, les matchs de la Ligue des champions. Et on a un match donc le 21, encore une fois en MLS contre Minnesota United. On a Orlando au 4 avril. On a Philadelphie Union au 11 avril. Et là, c'est le lancement le 18 avril prochain au stade Saputo. Alors que le Dynamo de Houston sera les visiteurs. Donc, premier long duel cette saison pour Thierry Henry. Un long voyage. Dans l'intervalle de ce voyage-là, il y a les rencontres face à l'Olympia en Ligue des champions de la CONCACAF. Mais avant de parler de tout ça, 2 points. Premièrement, Lassi Lappalainen, que j'adore voir sur le terrain, sera laissé de côté. Le temps de se remettre d'une blessure, on parle d'une blessure à la jambe là, qui pourrait coûter 3 à 4 semaines de compétition pour Lassi. Une chance qu'on est en mesure d'avoir un peu de profondeur, un peu de support également à cette position-là. Kyoto devrait piloter là, la gauche sans trop de problèmes. Victor Wanyama maintenant, allons-y avec, je vous dirais, la suite et fin du dossier. Plusieurs places très hautes, les attentes envers le nouveau porteur du maillot numéro 2 du bleu, blanc, noir. Je sais qu'il est très haut dans le transfert market. Ce qui en fait là, c'est le 5e ou le 7e, là, je suis pas sûr.
meilleurs de la MLS, mais je pense sincèrement que là-dessus, on se fera pas de cachette, là, c'est un peu overrated. Et est-ce que je pense qu'il va rendre des bons services à l'Impact? Oui. Est-ce que je suis content de le voir atterrir dans la métropole? C'est oui également. Je l'aurais pris si on me l'aurait offert. Oui, je pense que c'est une bonne addition, mais il faut faire attention à la place qu'il va prendre. Il faut faire attention à la contribution qu'il va apporter au collectif. Il y a plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux présentement à l'effet que Samuel Piette va être cloué sur le banc. J'ai même vu passer là, qu'il pourrait aboutir à Vancouver ou à Toronto. Tu sais, wow. On va se donner quelques rencontres, là. Premièrement, avant de sauter aux conclusions. Et j'ai mis Wanyama dans mon 11 de départ que j'ai partagé il y a quelques instants avant d'entrer en direct avec vous. Ou en tout cas, si vous écoutez le podcast qui vous est offert sur le coup de 21h en différé, ben revenez là, vous allez voir mon 11 sur Twitter, mais je l'ai mis, mais sincèrement, je suis pas sûr qu'on va y faire voir du terrain, du moins, peut-être pas à titre de titulaire pour la rencontre de samedi. Je le verrai peut-être dans le 18, mais je l'ai quand même placé dans mon 11. Mais avant de dire que c'est fini pour Samuel Piette, attendons un peu de voir comment tout ça va aboutir. Moi, je pense que Sam Piette est en train de changer un peu sa façon de jouer. On lui demande, on le sait, on l'a vu dans le passé. La force de Samuel Piette, c'est quoi? C'est des passes courtes et principalement en retrait. Donc, c'est un excellent récupérateur de ballon. Mais pour la relance, souvent, ça va être la passe courte, la passe vers l'arrière. Donc moi, dans tout ça, la manière que je le vois, c'est un bel atout, c'est un bel ajout qui vient donner des cartes, qui vient donner des possibilités à l'entraîneur pour s'ajuster, pour ajuster son schéma tactique en cours de rencontre ou encore en fonction du club qu'on affronte. Donc, moi, à mes yeux, puis je ne l'ai pas vu jouer encore avec l'Impact. J'ai pas vu le rôle, comme je vous disais, que Thierry Henry veut y donner. Personne ne l'a vu parce qu'il n'a pas foulé le terrain encore. Oui, il y a eu une pratique avec les joueurs aujourd'hui, mais c'est encore précoce pour évaluer. On sera d'accord. On sait que c'est un joueur qui est faible, a eu beaucoup de blessures au niveau du genou. Donc, dans les saisons antécédentes. Donc, est-ce qu'on va le faire courir 90 minutes pendant tous les matchs MLS? J'ai un doute là-dessus. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que c'est un excellent ajout, mais je le vois vraiment plus haut que Samuel Piette. Et je pense qu'il va récupérer des balles beaucoup plus hautes, qui va relancer le jeu vers l'avant énormément. Donc, faudra voir là, le rôle qu'on y confie. Et je suis pas prêt à dire qu'on tasse Samuel Piette pour Victor Wanyama. Moi, en tout cas, je le vois pas comme ça. Dans quelques instants, là, on va jaser du FC Dallas qu'on affronte samedi. Sauf si il y a un changement soudain, on devrait les voir évoluer en 4-3-3. C'est quoi donc qu'il faut faire? Faut exploiter la faiblesse du 4-3-3 en gardant le focus sur les flancs et en protégeant le centre. Si l'Impact fait, et c'est pour ça que j'ai le 11 que j'ai mis, c'est vraiment en fonction. C'est très très rare que vous allez me voir déposer un 11 4-1-4-1, mais c'est par exemple une défensive qui se transpose en 2-2-3-3 en attaque. Et c'est ce qu'il faut dans un schéma de même. Eh bien, Piette devient un joueur clé. Parce qu'on va en 4-1-4-1, ben Piette va se trouver à être toute seule devant nos 4 défenseurs et va récupérer. Wanyama, ben, je le mets au centre avec Taider. Un petit peu plus haut sur le terrain. Donc, c'est pour ça que
ça devient super important, le rôle de Piet versus le rôle de Wanyama. Et je mets Okonkwo, Kyoto sur les flancs. Donc, ce qu'on veut, c'est de mettre beaucoup de pression sur les flancs parce que c'est la faiblesse du 4-3-3 et faut protéger le centre. Donc, avec Piet et Wanyama et Taider qui vont venir former là, un triangle dans le centre, moi, je pense qu'on est vraiment en business. On s'en va en attaque. Ben, je vois Piet, Binks, Fanny qui restent un petit peu plus en retrait, alors que Corrales et Broguillard montent d'une coche. Donc, on se ramasse avec une attaque où on a un Kyoto, Boyan. Vous pouvez mettre Ruti si vous voulez, mais on se ramasse avec un Kyoto, Boyan, Okonkwo en force d'attaque et on se ramasse juste en bas de ça avec un Corrales, Taider, Wanyama et Broguillard. Moi, je pense que solide pression pour tout ça. Donc, on est là en défensive. Si on prend possession, ben, ça passe par une reprise qui est super haute. Ça se passe par du jeu sur les côtés. On a Zach d'un côté. On a Orji qui va être juste en haut d'un bar qui monte d'un cran, comme je vous disais, alors qu'on reprend le ballon. Sur la gauche, on a Corrales et Kyoto qui font pareil. On a un méchant beau schéma offensif, là. Vous direz ce que vous voulez, mais on a souvent reproché à l'équipe montréalaise de ne pas avoir de profondeur ou de ne pas avoir un 11 assez fort. Mais je pense que quand on se ramasse comme ça en phase offensive, je pense qu'on se place pour marquer. Et on a Taider et Wanyama qui, au centre, peuvent récupérer très haut les ballons. Et c'est là qu'on vient enlever de la pression sur Sam. C'est là qu'on évite les déchets techniques qu'on a vus un petit peu lors des derniers matchs. Et on peut jouer la passe courte si on veut construire. C'est ce qui, possiblement, comme je vous disais tantôt, est la plus grande force de Sam. Mais si on veut relancer sur un contre, ben on y va avec des passes un peu plus longues, mais on a du monde en masse en avant pour venir s'offrir en option. Donc ça, c'est vraiment wow. La contre-attaque, quand elle arrive, s'il y a du pressing dans notre moitié, comme il joue en 4-3-3, on peut jouer également le hors-jeu. Hein? Donc, si on perd le ballon, là, tout le monde vient se replacer finalement sur notre 4-1-4-1. Mais vu qu'eux autres, ils ont la formule 4-3-3 principalement, c'est ce qu'on devrait voir en début de match. Moi, je m'attends à ce qu'on ait un schéma différent en fin de match, mais en début de rencontre, ça ne m'étonnerait pas qu'ils jouent en 4-3-3. Donc, tout ça peut paraître bien technique pour le commun des mortels. Mais c'est une carte qui s'offre donc facilement aux pilotes de l'équipe pour la rencontre de samedi. J'espère que je vous l'ai bien expliqué. J'espère que vous avez bien compris mon point de vue. C'est sûr que visuellement parlant, là, vous n'avez peut-être pas nécessairement vu passer mon 11 en 4-1-4-1 que je viens transformer en un schéma très différent lorsqu'on s'en va du côté de l'attaque. Et si j'essaye de vous le vulgariser encore plus pour que ce soit simple, ben on prend défenseur gauche, défenseur droite, qu'on monte, ce qui nous laisse un 3, un 2, excuse, avec Fanny et Binks au centre. On a un 2 avec Corrales et Broguillard sur chaque côté du terrain. On a un Sam Piet au centre avec juste en haut de lui un Saphir Taider et un Victor Wanyama. Donc là, on pousse sur l'offensive et on a Orji
avec Boyan complètement en haut. Et on a également un Okonkwo qui complète cette ligne-là. Donc, ça fait vraiment un beau schéma pour aller prendre l'attaque. Et je pense que comme ça, l'Impact pourrait très bien s'en sortir. Et parlons-en donc de cette rencontre de samedi, hein, justement, parce que Brian Acosta et Brendan Serviana, selon toute vraisemblance, là, c'est pas mal les informations confirmées, seront laissés de côté pour se remettre de blessures. On devrait donc voir Tanner Tessman fouler le terrain à titre de titulaire. Un deuxième match pour lui à titre de titulaire, 18 ans seulement, un demi-pivot en milieu de terrain qui forme un excellent duo hein, avec Thiago Santos. Ils jouent ensemble en double pivot sous Ferreira. Donc dans tout le match qui les opposait à l'Union de Philadelphie. Et c'est pour ça hein, que je vous disais qu'il ne faut pas les prendre à la légère. Parce qu'ils ont quand même battu l'Union 2-0. Et l'an passé, ça n'a pas été des matchs tout faciles pour l'Impact de Montréal et les saisons précédentes là, face à l'Union de Philadelphie. Donc, on avait Santos et Tessman qui jouaient ensemble. Ferreira qui était un petit peu plus haut que ces deux-là. Tout le match, c'est ça qu'on a vu. C'est un des deux qui montait pour appuyer et pour offrir une option aux attaquants, alors que l'autre des deux restait en arrière et offrait une option pour protéger l'espace. En début de match, dans la rencontre face à Philadelphie, souvent on voyait Santos monter pour appuyer l'attaque énormément et Tessman protégeait là, les 4 arrières en arrière finalement de cette formule 4-3-3 et en fin de match, permutation, on jouait totalement le contraire. C'est Tessman qui allait au front, Santos qui était en arrière pour garder l'espace et c'est comme ça que Tessman finalement a réussi là, à trouver Pomical sur le terrain pour finalement aboutir au deuxième but du FC Dallas. Pomical qui se remet, parlant de lui, d'une chirurgie, devrait être en mesure, encore une fois, d'être un super sub pour samedi. Beaucoup de profondeur quand même, avec un changement de la sorte. Faut noter que dans le match, et c'est un peu l'impression que j'ai qu'on va avoir, on a changé le schéma tactique pour finir la rencontre en 3-5-2. Un peu comme l'Impact l'a fait quand Bressam est rentré, a remplacé Pico. Donc Bressam qui devenait arrière avec Zielger et Edges en face offensive. On revenait à un bloc à 5, un peu comme le joue Thierry là, dans le repli défensif. Donc ça donnait somme toute là, un schéma qu'on est plutôt habitué de voir avec l'Impact où on a 3 défenseurs qui restent en place et 2 sur les bouts là, qui vraiment montent en phase offensive. Donc en arrière sur la droite, semble que selon nos infos, là, Olinstead sera absent. C'est Nielsen qui pourrait obtenir une titularisation pour cette rencontre-là. Ondrazek, le Cobra, hein, comme on l'appelle, a trouvé le fond du filet dans ce premier match. Il sera sans aucun doute à surveiller. Hein. Le vétéran qui a plus d'un tour dans son sac, il faudra l'avoir à l'œil et ne pas trop le laisser jouer. Est-ce qu'on joue ce match-là, et je vais terminer là-dessus aujourd'hui, est-ce qu'on joue ce match-là pour gagner ou on joue ce match-là pour se protéger et se préparer au match face à l'Olympia?
61% des commentaires, des réponses au sondage mené sur Twitter, sur le compte podcast BBN, nous dit qu'on doit jouer pour gagner. J'aime cette mentalité-là. J'adore. Moi aussi, je veux jouer pour gagner. Je veux jouer pour gagner souvent. Je veux jouer pour gagner tout le temps. Mathieu qui nous dit les deux. On ménage les blessés et on joue pour gagner. Ça, c'est pas toujours facile. Hein? Souvent, si on joue pour gagner, c'est dur de ménager nos blessures. C'est dur de protéger nos blessures également. Donc, c'est pas facile de livrer les deux, mais si on prend les devants rapidement dans cette rencontre-là, moi je pense que c'est quelque chose de possible. Hein? Parce que dans le fond, la clé, c'est l'ajustement, et on sait que Thierry Henry est très rapide à aller lire le jeu et apporter ces ajustements-là en cours de match. El Padrino nous dit toujours pour gagner. Alors, yes, on y va comme ça. Et si je regarde la proposition que je vous ai faite du 11 de départ pour samedi, tu vois Jérémy Trudel qui nous dit à 3 jours avant un quart de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, je ne penserais pas qu'on voit ce genre de formation-là. Mais voyez-vous, moi je pense que si on y va comme ça et qu'on presse l'offense, je pense qu'on peut rapidement prendre le contrôle de ce match-là. Après ça, qu'on descende sur un schéma hyper défensif et qu'on joue la protection, qu'on joue la possession, qu'on fasse juste voyager le ballon sans jamais se commettre en danger et peut-être espérer en cours de match avoir une ou deux contre-attaques. J'ai pas de problème avec ça. Surtout que l'Impact est pas à Montréal. Donc, tu sais, on enlève tout de suite en partant, puis je le sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça qu'on dise ça, mais c'est comme ça, pareil. On enlève tout de suite en partant la pression de faut donner un show aux spectateurs montréalais. Donc ça, on le vivra pas. Donc on s'en va là, on va là pour gagner. Moi, j'y vais all-in avec tous mes joueurs. Je veux qu'ils soient focus, je veux qu'ils soient game shape pour mardi. Donc moi, je pense que, et là c'est une philosophie qui est bien personnelle à chacun d'entre nous, mais moi je pense que plus que tu vois de terrain en situation de match réel, mieux tu te portes. Je suis pas sûr que c'est si bon que ça, le temps d'arrêt entre deux matchs officiels, comprenez-vous, parce que l'entraînement, c'est une chose, et, tu sais, moi, je le vois, comment je pourrais vous dire, je le vois comme lorsqu'on se prépare à un examen. Hein. Le match, là, en tant que tel, c'est l'examen de tout ce que tu as vu comme matière au cours des entraînements et de la pratique. Un coup en match, tu n'as plus tes révisions, tu n'as plus tes notes, c'est l'instinct et ce que tu as appris, ce que tu as contrôlé et ce que tu as réussi à te bâtir comme réflexe, c'est ça qui compte pendant le match. Et après ce match-là, ben là, tu peux réviser, tu peux reprendre tes notes, tu peux ajuster pour que au prochain examen, ben, tu sois encore meilleur et tu sois encore plus prêt. Mais si on fait juste de la préparation pour arriver à l'examen, non, je suis pas certain du résultat. Donc moi, j'aime aussi bien qu'on se prépare, que les joueurs qui devraient être en place mardi passent l'examen, qu'on réajuste le tir et pouf, on y va avec le deuxième examen, comprenez-vous, qui est encore plus important. Nommons-le l'examen du ministère. Parce qu'on sera en Ligue des champions de la CONCACAF. Mais moi, j'aime aussi bien qu'on voit des matchs avec la vraie pression, qu'on sente la fougue et l'intensité d'un match. Je pense qu'on va se préparer beaucoup mieux de cette façon-là chez les joueurs de l'Impact que si on laisse
un joueur sur le banc qui n'a pas joué depuis samedi passé, que oui, il aura fait là, 2-3 pratiques ballon au pied, là, mais on s'entend, c'est pas la même intensité, c'est pas les mêmes réflexes, c'est pas la même capacité d'analyse rapide, c'est pas la même pression, parce que les gars, on s'entend, là, quand on se pratique, on pratique pas nécessairement pour se blesser, puis c'est pas la même pression, c'est pas la même ambiance, il n'y a rien de pareil qu'un match dans une pratique. Donc moi, j'aime aussi bien voir les gars sur le terrain, titulaires, pour aller jouer ces matchs-là. C'est sûr que je ne jouerai pas avec le feu si j'ai un joueur qui est sur le bord d'une blessure ou qui revient d'une blessure et que c'est connu. C'est sûr que dans son cas précis, on y va en cas par cas, je vais les laisser de côté. Mais moi, je veux pas voir sincèrement un match en fin de semaine avec, par exemple, Chaume, Saba, Chouanière, Anthony Jackson-Hamel, tout ça pendant 90 minutes de jeu parce qu'on veut protéger les joueurs en fonction du match de mardi prochain. Moi, je pense que dans le circuit de la MLS, faut gagner des matchs, faut banquer des points et cette année est une année charnière pour l'Impact de Montréal. Il y a de la place. Il y a de la place pour séduire le public. Il y a de la place pour attirer des nouveaux fans. Pour ça, il faut quoi? Il faut un club gagnant. Il faut un club qui travaille fort, qui est là à tous les matchs. On le sait que Thierry va être en mesure de s'ajuster. Et ça, j'ai même pas de doute qu'il va peut-être même trouver une façon de gagner ou de s'en sortir avec un match nul. Donc, il ne devrait pas perdre la face dans cette rencontre-là. J'ai même pas de doute là-dessus. Mais moi, je veux voir un Impact combatif. Je veux voir un Impact qui joue pendant 90 minutes de jeu. Et on sait que l'autre bord, ils vont être en jambes également. Parce que quand tu alignes un joueur pour son deuxième match titulaire comme Tessman, qui est là, qui est à 18 ans, le couteau entre les dents, qui veut tout arracher, il faut des joueurs prêts. Il faut des joueurs prêts pour le contrer. Donc, c'est là, je pense, l'importance d'entrer un Victor Wanyama. Et peut-être qu'on ne le verra pas 90 minutes. C'est vrai qu'il arrive. Puis, j'ai eu un commentaire à l'effet que on peut-y donner 2-3 matchs. Le temps de s'adapter à l'équipe, le temps de s'adapter aux tactiques de l'équipe, à la philosophie du club, à la cohésion avec les autres joueurs qui forment le collectif. Wanyama, là, sera pas à son premier match. Il en a joué. Et les bons joueurs là, sont en mesure de s'adapter et de s'adapter rapidement. Moi, on me le vend comme un bon joueur. On me le vend comme un joueur qui est très intelligent, qui est très agressif sur le terrain, qui joue haut, qui a une force de frappe incroyable. C'est ça que je veux voir. Moi, je veux voir sur le terrain ce qu'on m'a vendu comme produit. Et le produit qu'on m'a vendu, c'est un produit avec énormément d'expérience. Donc, c'est un produit que je veux avoir maintenant. Et j'espère qu'on va le voir ce week-end. C'est un gars qui est capitaine de sa sélection nationale, a énormément de leadership, donc n'aura pas de misère à faire sa place au sein du club. Je dis pas qu'on amène un joueur de CPL, un joueur de USL ou une jeune recrue de l'académie. Ok, peut-être qu'on va y donner du temps pour s'acclimater. Mais un joueur d'expérience comme ça, qui a joué dans à peu près tous les niveaux de calibre qui existent, et des calibres plus forts encore que la MLS, moi je pense sincèrement qu'il mérite son temps de jeu et qu'on y doit. Donc je prends vos questions, vos commentaires, on va revenir là-dessus demain avant d'ouvrir le podcast. Demain, on découvre Joel Waterman, qui jeune recrue du circuit. On va essayer de faire un profil comme ça une fois par semaine. C'est un essai, ça va-tu rester, ça va-tu pas rester? On le verra bien demain, mais demain, profil de joueur, donc Joel Waterman.
je vous donne rendez-vous. Si vous avez des commentaires sur Waterman, si vous voulez commenter sa façon de jouer, son style de jeu, ben, je vous invite à le faire. Sinon, ben, laissez juste vos commentaires sur le podcast ou encore faites juste un like, un partage, puis moi, je suis aux anges. Là-dessus, merci. On tire la plug, on se donne rendez-vous 20h demain en direct sur Spreaker. On se donne rendez-vous 21h pour la mise en ligne du podcast. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.